Nigériens se rendent aux urnes demain. 20 candidats sont en liste pour succéder à la présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui s'apprête à passer la main après 12 ans à la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Plus de 2300 membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, détenus dans des camps militaires du Nigeria, doivent comparaître devant la justice de leur pays à partir de ce lundi, lors d'un procès inédit. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, s'est adressé aux jeunes soutiens du parti, laissant entendre qu'il remaniera son cabinet cette semaine alors que son parti se divise sur sa succession. C'était là le sommaire du journal. Bonjour et bienvenue à tous. Plus que quelques jours et les Libériens connaîtront leurs nouveaux dirigeants. Ils seront appelés à élire le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme à être élue président en Afrique. Ce scrutin s'annonce très ouvert. On fait le point à travers ce reportage. Plus de 2 millions de Libériens sont attendus aux urnes mardi prochain pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf. Les bureaux de vote ouvriront leurs portes de 8h à 18h GMT. Le scrutin présidentiel se déroule en 2 tours à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. Outre leur nouveau président, les électeurs auront également la lourde tâche de choisir parmi 20 candidats pour renouveler la Chambre des représentants. Contrairement à la présidentielle, les législatives ne comportent qu'un seul tour. Les premiers résultats des élections sont attendus dans les 48 heures qui suivront la fermeture des bureaux de vote selon la commission électorale. Ce double scrutin est le premier test pour l'armée et la police libérienne qui devront en assumer la sécurité pour la première fois depuis que les casques bleus de l'ONU en voie de retrait du pays leur ont rétrocédé cette responsabilité en 2016. De son côté, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, s'est adressé ce week-end aux jeunes soutiens du parti. Une rencontre au cours de laquelle il a laissé entendre qu'il remaniera cette semaine son cabinet. Il a fait cette déclaration dans un contexte où le parti au pouvoir, la ZANU-PF, se divise autour de sa succession. Robert Mugabe pourrait procéder à un remaniement de son cabinet cette semaine. C'est une annonce faite aux jeunes soutiens de son parti ZANU-PF lors d'un rassemblement ce week-end. Une déclaration qui intervient alors que le parti au pouvoir est divisé sur sa succession. Bien que nous ayons désigné certaines personnes à certains postes, se sont-elles tenues aux exigences de leur position ? Nous allons passer en revue cela au sein du parti et au sein du gouvernement. Et la semaine prochaine, il pourrait y avoir du changement dans le gouvernement. Le président Mugabe a également dénoncé la guerre autour de sa succession, qui a repris de plus belle avec une passe d'armes au sommet de l'État entre le vice-président Emmerson Mnangagwa et la première dame Grace Mugabe autour d'une mystérieuse rumeur d'empoisonnement. Nos différences sont discutées en interne. Elles nous regardent et n'ont pas à être discutées à l'extérieur et à engendrer des insultes. C'est une honte. Peu importe combien vous vous sentez offensé, amenez votre problème ici et nous en discuterons et trouverons une solution au sein du parti. Le bras de fer entre Emmerson Mnangagwa et Grace Mugabe se jouait jusque-là à huis clos. Il a pris la semaine dernière un tour aussi public que violent. En effet, hospitalisé d'urgence en août dernier en Afrique du Sud, le vice-président a affirmé qu'il avait été victime d'une tentative d'empoisonnement. Début au Nigeria de procès inédit ce lundi. Plus de 2300 membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, détenus dans des camps militaires, doivent comparaître devant la justice. Les procès se tiendront dans la plus grande discrétion selon les autorités nigérianes.
Il s'agit du premier procès significatif de suspects de Boko Haram au Nigeria. D'abord, quelques 1670 personnes détenues dans un centre militaire de Kenji, dans l'État du Niger, seront jugées. Les dossiers de 651 détenus du camp d'Iwa à Maïdougouri, capitale du Borno, suivront de près. Une étape décisive, car si des milliers de membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés et placés en détention depuis le début du conflit qui a ravagé le nord-est du Nigeria il y a 8 ans, les poursuites restent rares. À ce jour, seules 13 personnes ont été jugées et 9 condamnées pour leur lien avec l'insurrection. Cependant, les conditions dans lesquelles se dérouleront ces procès très attendus soulèvent le plus grand scepticisme sur la transparence du système judiciaire nigérien. En effet, les audiences auront lieu à huis clos au sein même des centres de détention militaire, à en croire une source judiciaire proche du dossier à Abuja. La présence de la presse n'étant pas permise, Omar Ado, un avocat basé à Kano, estime que cette mise à l'écart des médias envoie un mauvais signal, que la justice n'est pas rendue ou qu'il n'y a de compromission. Le ministère a reconnu que de nombreux écueils attendent les juges, évoquant notamment des enquêtes malmenées en raison de l'insécurité en zone de guerre et d'une trop grande dépendance aux preuves basées sur les aveux. Pour Issa Sanoussi, porte-parole de Amnesty Nigeria, ces procès de masse sont avant tout une réponse à la pression internationale sur le gouvernement nigérien qui cherche désespérément à se procurer des armes. On reste toujours au Nigeria où le village d'Egba dans l'état de Benue abrite plus de 100 veuves. Les maris ont été tués en 2015 après un différend foncier avec un village voisin qui s'est transformé en un sanglant conflit. Depuis, les femmes luttent pour nourrir leurs familles et leurs enfants. Le Comité international de la Croix-Rouge a distribué des semences de fertilisants pour aider à reconstruire la localité. Le village d'Egba dans l'état de Benue, au Nigeria, abrite plus de 100 femmes dont les maris ont été tués en 2015 après un différend foncier avec un village voisin qui s'est transformé en un sanglant conflit. Depuis, les femmes luttent pour nourrir leurs familles et leurs enfants. Et pour les aider à se reconstruire, le Comité international de la Croix-Rouge leur a distribué des semences et des fertilisants. Les choses qu'ils nous ont données, c'est du riz, des haricots, du maïs. Nous les avons plantés et nous les mangeons maintenant. La vie était bonne quand nous sommes arrivés ici pour la première fois. Il n'y avait pas de problème. Les enfants allaient tous à l'école. Mais lorsque la crise a commencé, tout a changé. À cause des violences communales, tellement d'hommes ont été tués dans ce village. Plus de 100 hommes ont été tués et ces hommes subvenaient aux besoins de leur famille. En raison de ce qu'il s'est passé, les femmes sont devenues vulnérables. Nous leur donnons des fertilisants et des graines. Juste pour commencer, nous leur avons donné 100 kg d'engrais, nous leur avons donné 10 kg de plants de riz améliorés. Nous leur avons également donné 5 kg de haricots et 5 kg de maïs. Recrudescence du flux migratoire vers l'Europe. Plus de 3000 migrants ont été interceptés samedi à Sabrata en Libye. C'est suite à des semaines d'affrontements meurtriers dans cette ville, entre-temps devenue le principal point de départ de l'immigration clandestine. Environ 3150 migrants clandestins de différentes nationalités asiatiques, arabes et africaines ont été arrêtés samedi, d'après le commandant d'une force de sécurité loyale au gouvernement libyen d'union nationale. Cette unité avait annoncé vendredi avoir chassé une milice dirigée par un ancien baron local du trafic de migrants de la ville. Aujourd'hui, la vie reprend à nouveau à Sabrata. Toutes les rues sont réouvertes. Même la route principale sur la côte. Nous avons arrêté 3150 migrants clandestins de différentes nationalités asiatiques, arabes et africaines. Il faut souligner que depuis la chute en 2011 du régime de Muammar al-Kadhafi, Sabrata est devenu le principal point de départ de l'immigration clandestine. Un vide sécuritaire et une impunité totale y règnant, les passeurs en profitent. En effet, des seigneurs du trafic
contrôlait des pans entiers de la ville, d'où partaient chaque jour des dizaines d'embarcations chargées de migrants. Depuis 2011, la Libye est livrée aux milices alors que deux autorités se disputent le pouvoir. Le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale est basé à Tripoli d'un côté et de l'autre, une autorité exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du maréchal controversé Khalifa Haftar. Le Soudan trouve paradoxale la décision des États-Unis qui le maintiennent sur sa liste noire des États soutenant le terrorisme, alors même qu'ils reconnaissent les efforts déployés par Khartoum dans la lutte antiterroriste. En effet, Washington a prévenu samedi que les conditions n'étaient pas encore réunies pour discuter du retrait du Soudan de sa liste noire des États qui soutiennent le terrorisme. On suit le point à travers ces détails. Khartoum restera encore sur la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme, malgré les demandes répétées du Soudan de retrait de cette liste au nom de sa coopération avec les renseignements américains dans la lutte contre le terrorisme. Cette sentence est tombée au lendemain de l'annonce par Washington de la levée de l'embargo économique américain imposé au Soudan depuis 20 ans. Pour les États-Unis, les conditions n'étaient pas encore réunies pour discuter du retrait de Khartoum de la liste noire de Washington. La liste des États soutenant le terrorisme ne faisait pas partie de notre engagement sur le plan à 5 volets. Et le gouvernement du Soudan sait parfaitement bien ce qu'il a à faire pour être retiré de la liste. Et nous espérons que ces conditions seront bientôt remplies. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a jugé paradoxale la décision des États-Unis de maintenir Khartoum sur leur liste noire alors qu'ils reconnaissent les efforts du Soudan dans la lutte antiterroriste. Il y a un dossier sur le terrorisme. Nous devons maintenant commencer à faire en sorte que le Soudan ne figure plus sur cette liste des États qui soutiennent le terrorisme. C'est un paradoxe. Nous sommes le meilleur pays qui coopère dans la lutte antiterroriste et en même temps, nous sommes sur la liste des États qui soutiennent le terrorisme. Ibrahim Gandour s'est toutefois félicité de la levée des sanctions économiques imposées au Soudan. Il a estimé que le moment était venu pour construire de bonnes relations avec les États-Unis. Rappelons que les États-Unis avaient imposé des sanctions au Soudan en 1997 pour son soutien présumé à des groupes islamistes. Voilà qui referme donc cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne semaine à chacun et à tous. Au revoir.